C'est bon? Alors, il faut attendre un tout petit peu. L'enregistrement a démarré. Ok, bon, très bien. Alors, donc, bienvenue à tous dans cette nouvelle visioconférence qui est la première de l'année 2022. Et donc, au nom de l'équipe et du CITE, je vous présente tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Cette visioconférence correspond au début de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Et c'est pourquoi nous avons choisi comme thématique « Enseigner la citoyenneté européenne ». Donc, nous aurons deux intervenants pour cette visioconférence. Dans un premier temps, donc, Édouard Caburet, qui va se présenter dans un instant, va nous montrer comment l'enseignement de la citoyenneté européenne est au cœur de sa mission de CPE. Et dans un deuxième temps, donc, deux exemples de projets vous seront exposés. Tout d'abord par Karine Durieux-Affat, qui est ambassadrice e-twinning, puis par Édouard Caburet lui-même. Vous, comme d'habitude, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. Les micros seront désactivés afin de ne pas gêner l'enregistrement. Nous relayerons toutes vos questions auprès des intervenants. Le lien d'émargement est également dans le chat et il sera posté plusieurs fois au cours de la visioconférence. Je ne vais pas garder la parole plus longtemps parce que je pense qu'elle est assez dense. Donc, Édouard, je te laisse la parole. Est-ce que tu peux te présenter d'abord et puis ensuite nous parler de l'enseignement de la citoyenneté européenne dans ton établissement, comment tu la conçois, comment elle est implémentée. Je te laisse la parole. Eh bien, bonjour, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis Édouard Caburet, je suis CPE, conseiller principal d'éducation à l'École européenne de Strasbourg, en Alsace. J'y suis depuis 2015 et je suis ambassadeur e-twinning depuis 2014. C'est avec grand plaisir aujourd'hui que je vais vous présenter une vision de ce que pourrait être, de ce que j'estime devoir être une éducation à la citoyenneté et notamment une éducation à la citoyenneté européenne. Donc c'est parti, je vais partager mon écran dans un instant. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien le... Alors... Parfait, on voit très bien. Ok, très bien. Alors là, j'ai plein de trucs ouverts. Voilà. Alors c'est parti. Donc je ne me représente plus puisque je suis toujours Édouard Caburet et toujours conseiller principal d'éducation à l'École européenne de Strasbourg en Alsace. J'aimerais commencer par vous proposer une définition de ce que c'est que la citoyenneté. Alors, elle n'est pas de moi, elle est de monsieur Conor Galvin, qui est un professeur à l'université de Dublin et que j'avais eu le plaisir d'entendre en 2013 lors d'une conférence e-twinning à Lisbonne, voilà, où il parlait de la citoyenneté. Et où il expliquait que la citoyenneté, c'est l'appartenance à une communauté politique ou à une société, et que ce système d'appartenance sociale suppose, pour ceux qui y sont intégrés, des droits, à la fois des droits et des obligations. Donc, ça va signifier, pour celui qui est membre, qui fait partie de cette communauté ou de cette société, qui va devoir... il a le droit, mais aussi il a le devoir de se montrer l'acteur de sa citoyenneté au sein de cette micro-société ou de cette société ou de cette communauté politique. Donc, en gros, d'être actif en tant que citoyen. Évidemment, et on le voit chaque jour et chaque heure de chaque jour, tous les citoyens ne vont pas être également actifs et impliqués. Pourquoi je vous donne cette définition? C'est parce que j'aimerais l'appliquer, ensuite on verra, à l'école et en tout cas au secondaire, là où tous nous travaillons. Et rappeler trois principes fondateurs de la citoyenneté: la responsabilité sociale et morale, l'engagement dans la vie de la cité, c'est-à-dire participer, s'impliquer, être actif en tant que citoyen dans la vie de sa cité ou dans la vie de son école. On va voir les mesures d'application. Et le troisième principe, il est politique, et se poser la question
qu'est-ce que c'est systématiquement, qu'est-ce que c'est que cette citoyenneté, comment est-ce qu'on peut la faire avancer, comment est-ce qu'on peut la mettre à jour, comment est-ce qu'on peut la réfléchir, etc., etc. Voilà pour cette introduction. Vous n'hésitez pas, alors je ne le verrai peut-être pas dans le chat, mais voilà, si je vais trop vite, les animateurs peuvent aussi me ralentir, hein. Alors maintenant, on va appliquer ceci à l'école. L'école que l'on peut considérer comme une petite société, avec dans cette petite société des petits citoyens qui sont nos élèves et qui, dans leur processus d'apprentissage, vont aussi, en conséquence de tout ce qu'on a vu, devoir s'impliquer dans cette micro-société et également bénéficier des droits qu'elle peut offrir. Alors, à ce titre, à nous, éducateurs, qui sommes les superviseurs, en gros, de cette micro-société, de les faire bénéficier de cette éducation à la citoyenneté. Ensuite, cette éducation à la citoyenneté, alors bien entendu, à l'heure d'aujourd'hui, elle est très, comment dire, elle a été rénovée, elle n'est plus, voilà, il n'y a plus de pratiques complètement obsolètes de cette éducation à la citoyenneté, mais je préfère repartir de zéro pour voir vers où on devrait aller pour avoir une éducation active, voilà ce que j'aime appeler une éducation active à la citoyenneté. Comment est-ce qu'on fait bouger cette éducation à la citoyenneté? Comment est-ce que on fait participer les élèves, on les engage et on leur donne envie de s'engager dans cette éducation à la citoyenneté, dans cette participation démocratique. Le premier point, c'est, voilà, pour le dire grossièrement, c'est ce que j'ai envie d'appeler la fin des cours d'éducation civique. La fin des cours d'éducation civique, c'est-à-dire que on ne va plus aller sur du théorique. Ensuite, le deuxième point fondamental, c'est pour les adultes de l'établissement, je pense évidemment au CPE parce que j'en suis un, mais pas seulement. Tout d'abord, c'est le rôle du chef d'établissement et de son adjoint ou de ses adjoints. C'est évidemment le rôle du CPE, mais c'est aussi le rôle des professeurs principaux, de chaque professeur, et puis aussi ensuite des assistants d'éducation. Bref, tous les adultes d'un établissement doivent savoir se saisir et connaître les instances de représentation des élèves, hein. Je parle là pour l'instant des instances élèves. Et ensuite, pour rendre active cette éducation à la citoyenneté, c'est de s'orienter vers ce que l'on appelle, vous connaissez tous, puisque vous êtes tous engagés dans eTwinning, une pédagogie de projet. On va y revenir tout à l'heure. Voilà pour le tableau de comment est-ce qu'on fait vivre cette éducation à la citoyenneté en collège. Alors, pour ce qui est de la fin des cours d'éducation civique, ça n'a rien de personnel, même si je me suis beaucoup ennuyé dans les cours d'éducation civique, je vous en fais l'aveu, mais il faut quand même que cette citoyenneté, on l'a vu dans la définition, c'est un engagement, c'est excusez-moi, c'est un engagement, c'est quelque chose qui est actif, donc voilà, en faire une pratique, quelque chose d'actif, encore une fois. Donc l'apprentissage ne peut pas être théorique, l'apprentissage ne doit pas être descendant. Donc, stop, cours d'éducation civique avec le livre ouvert devant où on voit une urne, on voit la photo d'une mairie, etc. Bref, je ne vais pas rappeler tous les poncifs de ce genre de cours. La citoyenneté, elle n'est pas statique non plus, c'est quelque chose qui bouge. Donc, il faut que ça se passe en dehors des murs de la classe. Voilà, c'est pas la micro-société, elle n'est pas uniquement entre 4 murs de la classe, elle est dans toute l'école. Elle est autant évidemment dans la classe que dans les couloirs, que à la cantine, que à l'accueil, que pendant la récréation. Voilà, elle n'est pas hors les limites de l'école.
et encore, ça pourrait se discuter, elle n'a pas de limite spatiale et temporelle tant qu'on est dans l'école. Donc c'est tout le temps, de 8 heures si on ouvre à 8 heures jusqu'à 18 heures si on ferme à 18 heures, qu'on doit s'emparer de cette notion de citoyenneté et de l'éducation à la citoyenneté. C'est ensuite de l'interaction. Ce n'est pas quelque chose qu'on va transmettre de manière personnelle comme ça à un élève, sauf dans certains cas quand on va avoir un entretien éducatif, mais ça c'est très très particulier. Mais la citoyenneté, c'est aussi de l'interaction. On l'a vu, on a parlé de société, on a parlé de communauté politique pour la citoyenneté. Donc, forcément, les élèves vont devoir, et vont avoir le droit aussi, devoir, d'interagir entre eux et d'interagir avec les adultes. Ce qui implique de l'interdisciplinarité quand on parle d'éducation à la citoyenneté. Ça n'est pas ni le rôle du professeur d'éducation civique et morale, ni le rôle du professeur principal, ni le rôle du CPE de manière séparée. C'est ensemble, et de manière parfois complètement informelle, qu'on va faire participer les élèves à cette éducation à la citoyenneté. Le deuxième point, je l'avais annoncé, c'est se saisir des instances de représentation. Alors, se saisir des instances de représentation, c'est une obligation légale, voilà, puisque la loi d'orientation de 2013 nous rappelle que pour devenir de jeunes citoyens, les élèves doivent apprendre les principes de la vie démocratique et acquérir des compétences civiques grâce aux enseignements dispensés et par la participation aux instances représentatives et ou associatives des écoles et des établissements, ce qui implique, on le verra, plusieurs instances, mais c'est extrêmement important dans cette éducation active à la citoyenneté que l'on ne parte pas du principe qu'on peut faire semblant avec les instances de l'école. Voilà. Si vous avez un directeur, ou un principal ou un proviseur, principal puisque là on est sur le niveau collège, qui va négliger ou ne va pas donner une vraie place à ces instances de représentation élèves, il faut le convaincre coûte que coûte qu'elles sont fondamentales, et leur usage est fondamental dans la vie de l'école et dans l'éducation à la citoyenneté. Donc, quand on parle d'instances élèves, on a le conseil à la vie collégienne, l'assemblée des délégués et les éco-délégués. J'aurais pu ajouter, mais ce n'est pas une représentation des élèves, c'est une instance où siègent des élèves, le conseil d'administration. Mais ces institutions, ces instances, elles doivent coûte que coûte vivre dans l'école. Et vivre, c'est du début jusqu'à la fin. Donc, c'est pas, on ne fait pas des élections des délégués classe par classe avec le professeur principal. On organise au niveau de l'ensemble de l'établissement une journée qui est bien marquée pour cela, des élections avec un rendu des résultats qui est le plus solennel possible, etc., que les élèves se sentent impliqués, qu'ils sentent que c'est important le moment démocratique, et puis tout au long de l'année aussi faire vivre ces instances et les inscrire, ces instances, dans la pédagogie de projet. Parce qu'il n'y a pas d'apprentissage actif sans qu'on ait désigné un objectif concret. Voilà, on va vers quelque chose de concret. L'assemblée des délégués, le conseil de vie collégienne, ce n'est pas des choses où on va blablater. Sinon, vous allez perdre les élèves et votre éducation à la citoyenneté, elle sera complètement perdue. Alors, on va donc animer de manière concrète, de manière réelle, les instances de représentation. On va les faire vivre, on va les réunir régulièrement. Il faut que tout soit officiel. Vous recevez des convocations pour ceux qui siègent dans les conseils d'administration de manière très officielle. Ça doit être fait de la même manière pour les instances de représentation élèves. Ensuite, résoudre concrètement un problème réel. Voilà, les élèves vous soumettent des problèmes, vous allez vous en emparer parce que ça fait aussi partie de leur vie d'élève, de la vie scolaire, de vous emparer en tant qu'éducateur, en tant qu'adulte de l'établissement, des problèmes des élèves et les amener à réaliser
quelque chose, une production finale, une production concrète pour résoudre ce problème. Par exemple, vous avez le problème de, je sais pas, le foyer qui n'est pas utilisé correctement. Il y a des problèmes d'utilisation du foyer. Les élèves vous soumettent ce problème-là. Et ben, avec les instances de représentation, vous allez pouvoir vous saisir de ce problème et proposer quelque chose, une présentation, une production concrète pour régler ce problème que vous ont soumis les élèves, de la même manière qu'on le ferait dans la cité avec des citoyens qui amènent aux instances, aux institutions, un problème à régler. Voilà. Sauf que dans la cité, on n'est plus dans l'éducation, mais là, on cherche quand même à ce que les élèves fassent acquisition de connaissances et développement de compétences, pardon, je corrigerai. Voilà, développement de compétences et acquisition de connaissances dans cette démarche de projet. Mais voilà, je dirais, les 3 points fondamentaux de l'éducation à la citoyenneté. Donc, les inscrire dans une démarche de projet, faire vivre les instances de représentation des élèves et également abandonner tout ce qui est cours théorique. On parle de citoyenneté active. Je n'insisterai jamais assez là-dessus. Maintenant, pour ce qui est de la citoyenneté européenne, l'ouverture est nécessaire. Il faut, au-delà de l'éducation à la citoyenneté classique, connaître les instances de l'école, connaître les instances du pays, de la ville, de la cité. Il faut s'ouvrir à l'Europe de différentes manières, de manière légale, à savoir que la citoyenneté européenne, c'est quelque chose qui est inscrit dans la loi. On a un statut de citoyen européen au-delà de son statut de citoyen grec, français, portugais, espagnol, etc. La citoyenneté européenne doit se faire emparer par les élèves de manière légalement réfléchie aussi, c'est-à-dire que les élèves doivent saisir cette idée qu'ils sont citoyens européens, qu'ils sont des futurs citoyens européens. Elle doit être culturelle aussi, cette ouverture. On va rencontrer d'autres manières de penser, d'autres manières de voir, d'autres manières de réfléchir, etc., d'agir. Et dans les situations d'éducation à la citoyenneté, cette ouverture va être, autant pour les élèves que pour les adultes, pédagogique et éducative, parce que, là encore, il y aura confrontation de points de vue, il y aura confrontation de manières de faire, l'ouverture, là encore, elle est nécessaire. On ne peut pas penser, quand on est dans la réflexion à l'échelle européenne, on ne peut pas penser de manière franco-française. Et j'aime bien donner cet exemple que, de la même manière, si moi, Alsacien, je vais un jour dans le Pays Basque ou en Corse, je vais aussi devoir confronter, bien que nous soyons tous citoyens français, je vais devoir confronter une manière de voir très alsacienne face à une manière de voir complète culturelle corse ou basque ou voilà, je ne sais quoi. Voilà pour ce qui est de la nécessaire ouverture de la citoyenneté européenne. On a parlé tout à l'heure de la connaissance des instances élèves. Un citoyen européen doit connaître forcément les institutions. Elles ne doivent pas, la connaissance des institutions européennes ne doit pas être négligée. Et moi, ce que je regrette, même à mon échelle, à l'école européenne, où il y a beaucoup d'élèves dont les parents travaillent dans les institutions, il y en a encore beaucoup qui ne maîtrisent pas le rôle des institutions. À quoi sert le Parlement, à quoi sert la Commission européenne, à quoi sert le Conseil européen, etc., etc. Ça doit être des choses qui doivent être mises en avant. Il doit y avoir une vraie publicité au sens rendre public le fonctionnement des institutions, l'actualité des institutions européennes. Et là, je vous invite aussi à aller régulièrement sur le site du Parlement, où il y a beaucoup de choses à destination du public scolaire, et puis pour nous également adultes, sur le fonctionnement et surtout sur l'actualité du Parlement. Il ne faut pas que ça soit perçu comme quelque chose d'éloigné, de quelque chose de complètement opaque, coupé du réel. Les institutions européennes, elles ne sont absolument pas
coupé du réel. Il faut savoir que, par exemple, 80% de la législation en France et dans les autres pays européens est votée par le Parlement européen. Et c'est là que les projets e-twinning vont pouvoir aider dans cette éducation à la citoyenneté européenne active, toujours active, hein, de la même manière qu'elle devait être active au sein de l'école, elle le sera aussi pour la citoyenneté européenne, forcément, puisque vous allez devoir rencontrer des élèves d'autres pays, d'autres écoles, vous ne pourrez pas, de manière intra-établissement, pouvoir proposer cette éducation à la citoyenneté européenne de manière active si vous ne vous engagez pas dans un projet e-twinning ou dans un projet de mobilité réelle avec Erasmus ou non. Mais voilà, en tout cas, c'est une vraie plus-value pour l'éducation à la citoyenneté européenne parce que, premièrement, vous allez voir que pour les élèves comme pour les adultes, il y a des problématiques communes avec des approches différentes, que l'ouverture culturelle est vraiment concrète, puisque là, les élèves se retrouvent face à d'autres élèves qui viennent d'autres pays, et que ça va aussi, et ça c'est important, le sentiment d'appartenance à un corps politique. On l'a vu, je reviens encore à cette définition de la citoyenneté, le développement d'un sentiment fort d'appartenance à l'Union européenne, à cette communauté politique, il va aussi se développer à travers les projets e-twinning pour les élèves. Voilà, j'espère que c'était clair. Je vous remercie pour votre attention pour cette première partie et je vous invite là à me faire part de vos questions. J'espère ne pas avoir été trop rapide, Karine. Non, très bien. Ok. Non. Alors, pour l'instant, nous n'avons pas de questions. J'espère que j'ai été clair. Je suppose que c'est parce que tu as été très clair qu'il n'y a pas de questions. Ce que je te propose, Édouard, c'est qu'on laisse la parole à Karine qui a des contraintes familiales et que tu répondes à toutes les questions à l'issue de ta présentation de projet. Est-ce que ça te va? Ça me va tout à fait. Voilà. Donc, tu as parlé d'apprentissage actif, de pédagogie de projet. Quoi de mieux pour parler de projet e-twinning. Donc, je vais laisser la parole à Karine qui va se présenter d'abord et nous présenter un projet e-twinning qu'elle a mené avec ses élèves en espagnol. Donc, bonjour à tous, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Donc, en effet, je vais vous présenter le projet que j'ai mené l'an dernier avec une classe. Alors, je vais vous partager mon écran tout d'abord. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? C'est parfait, Karine, merci. Parfait. C'est bon? Parfait. Ok. Donc, le projet que j'ai mené l'année dernière s'intitule Somos Europeos, Somos Parecidos. Donc, en français, nous sommes Européens, sommes-nous semblables. C'est un projet donc, que nous avons conçu avec nos partenaires comme une vraie réflexion autour de ce qu'est l'Europe et de ce qu'est être citoyen européen. En effet, nous avons fait le constat, un peu comme Édouard le disait tout à l'heure, qu'il y a une vraie méconnaissance de l'Europe, bien que les élèves que nous avons en classe ont grandi avec l'euro, avec la monnaie européenne, car ils sont à peu près tous nés sur ce projet, ils étaient tous nés en 2005. Et donc, il y a une vraie connaissance de l'Europe et qu'en général, des autres Européens, ils connaissent surtout certains clichés et certains stéréotypes. Donc, nos objectifs avec ce projet e-twinning étaient donc, dans un premier temps, de faire en sorte qu'ils réfléchissent un peu qu'ils réfléchissent sur eux-mêmes, sur leurs préoccupations, leurs aspirations, afin de susciter chez eux l'envie d'en savoir davantage sur d'autres jeunes Européens de leur âge, et qui puissent par ce biais donc
dépasser les images préconçues qu'ils pouvaient avoir hein, sur les nationalités qui composent l'Europe, et puissent donc se sentir davantage un citoyen européen, donc comme des citoyens appartenant hein, donc à une grande communauté. Donc c'est un projet dans lequel nous étions 4 pays engagés, donc la France, l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne. Et nous avons mené ce projet en langue espagnole avec des élèves de la classe de seconde. Donc comme dans tout projet e-twinning, hein, l'idée était de rendre les élèves acteurs de leur apprentissage. Et donc afin d'atteindre les objectifs que nous nous étions fixés, nous avons eu l'idée de leur donner le rôle hein, de sondeurs d'opinion. Et donc le projet s'est construit sur la création d'enquêtes d'opinion avec ensuite hein, l'analyse des résultats obtenus. Donc il y a eu plusieurs étapes hein, pour ce projet. Donc nous avons décidé de lancer le projet le 26 septembre pour la Journée européenne des langues. Nous avons procédé ensuite à un test de connaissances hein, sur l'Europe avant de mettre en place 2 activités qui ont été faites donc sur toute l'année. C'est un projet qui a duré, on va dire, de septembre jusqu'à à peu près mai 2021. Donc pour détailler un peu ces différentes activités, donc nous avons amorcé avec la Journée européenne des langues, donc du 26 septembre. C'était une vraie volonté de mes partenaires et de moi-même hein, de montrer cet ancrage de notre projet dans l'Europe. En effet, la réflexion sur notre citoyenneté européenne hein, se voulait aussi une réflexion sur nos propres particularités. Et donc, nous avons proposé à nos élèves la réalisation d'un nuage de mots. Nous leur avons demandé de nous proposer leurs mots préférés dans leur langue maternelle et dans la langue du projet, donc en espagnol. Et donc, chaque pays a donc fait ses différents nuages de mots et nous avons vu apparaître hein, donc, dès le début du projet certains mots semblables, comme le mot liberté, par exemple, que nous avons retrouvé hein, dans ces nuages de mots. Deuxième étape, nous avons donc effectué un petit test de connaissance sur l'Europe qui a été effectué avec Kahoot. Nous avions imaginé quelques questions assez simples hein, sur la date de la création de l'Union européenne, le nombre d'étoiles sur le drapeau, le nombre d'États, et aussi quelques questions plus particulièrement sur les pays formant partie du projet. Les résultats ont été assez mitigés, ce qui a eu le mérite d'interpeller quand même les élèves hein, sur leur méconnaissance hein, de l'Europe, alors même hein, qu'ils en font partie. Donc passons ensuite aux 2 activités que nous avons menées. Donc la première activité s'intitulait « Como soy », hein, « Comment suis-je ». Cette activité portait sur une réflexion globale au niveau de la personnalité et de la relation avec les pairs. Nous avons donc créé des équipes mixtes internationales. Il y avait environ 100 élèves. Nous avions donc 8 équipes de 12 élèves à peu près. Donc ces équipes nous ont permis un travail collaboratif comme dans tout projet e-twinning. Mais la volonté était surtout qu'il n'y ait pas de biais dans la création des sondages et dans l'analyse des résultats. Hein. Il s'agissait d'éviter une orientation hein, des questions et une lecture un peu chauvine hein, des réponses. Donc, chaque équipe internationale disposait d'un document collaboratif ainsi que d'un forum propre pour échanger en groupe un peu plus réduit. Et donc, après la création des équipes internationales, les élèves donc, ont donc rédigé leurs questions dans leur document collaboratif avec des échanges hein, dans le forum. Une fois les questions rédigées, nous sommes passés à la mise en commun des questions pour éviter les doublons et ainsi qu'à une sélection afin de recentrer certaines questions et de permettre aussi d'améliorer hein, certaines formulations pour faciliter la lecture postérieure hein, et l'analyse postérieure des résultats. Donc après cette mise en commun et cette sélection, les élèves ont donc créé l'enquête. Nous avons tenu à ce que ce soit les élèves qui créent les sondages. Donc nous avions créé un Google Form et nous avons invité les élèves en tant que collaborateurs. Donc ce sont donc eux qui ont donc créé le sondage. Il y a eu 4 versions en espagnol. Donc, car nous voulions isoler tout d'abord les résultats par pays. Donc, une fois l'enquête créée, les élèves ont répondu de façon
anonyme aux questions, ce qui a pris un certain nombre de temps parce que certaines questions demandaient quand même une réflexion. Et après, nous sommes passés donc à la collecte des réponses et à l'analyse des résultats. Donc, pour cette analyse, nous avions décidé de répartir un certain nombre de questions à chaque équipe internationale qui donc a pu ensuite proposer une analyse sur un document collaboratif et là encore après échange dans leur forum de discussion. Donc comme produit final pour cette première activité, donc nous avions un double produit. Donc tout d'abord la première enquête qui a été créée donc par les élèves. Et ensuite, nous avons regroupé toute leur analyse des résultats dans un livre numérique. Et ce livre du numérique a été beaucoup consulté car nous avons pris soin de le faire diffuser aussi au sein de notre établissement. Et il m'a servi de base de travail pour un deuxième jeu Kahoot que nous avons créé avec les élèves afin de voir si, au terme de cette première enquête, ils en savaient déjà un peu davantage sur leurs partenaires européens. Nous avons par la suite mené donc une deuxième activité qui s'est intitulée cette fois-ci Mi Futuro, mon futur. Et nous avons suivi la même procédure que pour la première activité. Donc, pour cette seconde activité, la thématique a été choisie par les élèves lors du vote, lors de l'évaluation initiale du projet. Donc, pour cette seconde activité, comme pour la première, nous avons donc travaillé sur des équipes internationales avec la création de questions, la sélection, la réalisation de l'enquête par des élèves différents de la première fois, et ensuite collecte des réponses et analyse des résultats. Comme produit final, donc pour la deuxième activité, donc on retrouvait donc la création de la seconde enquête, et nous avons choisi cette fois-ci de présenter les résultats un peu différemment, et c'était aussi une manière pour nous de clore un peu le projet. Nous avons réalisé donc un petit journal télévisé qui reprenait donc le projet de façon un peu plus globale. Ça a été fait de façon coopérative, chaque pays s'étant occupé d'une partie de ce journal télévisé avec une introduction globale sur le projet, l'analyse des résultats de la seconde enquête et enfin une conclusion globale. Et ce journal télévisé, donc là encore, les élèves ont quand même été à l'origine de sa création puisque nous étions dans un enseignement à distance et aussi en demi-jauge, et donc nous avons fait fonctionner avec différents slides. Les élèves ont donc fait des montages avec leur voix et différentes images. Et à partir de ces slides, nous avons donc créé ce journal télévisé. Donc pour faire un bilan de notre travail et de notre projet, nous avons été très surprises par le nombre de questions imaginées par les élèves, parce que nous avons obtenu à peu près plus de 100 questions pour chaque enquête, ce qui nous a montré qu'il y avait un réel besoin, une réelle envie d'en savoir davantage sur les partenaires européens. Et les élèves ont montré, à travers leur questionnement, ont montré aussi qu'ils avaient aussi beaucoup de préoccupations, et ça se voyait donc à travers leur questionnement. Et lorsque nous avons réalisé l'évaluation finale du projet, nous nous sommes aperçus que ce qui avait le plus plu aux élèves a justement été cette découverte des résultats, ainsi que l'analyse des résultats, qui était pourtant la partie la plus complexe du projet à faire, parce qu'il fallait à la fois analyser les réponses de chaque pays, mettre en commun, échanger. Et donc, voilà, donc ça a été les résultats que nous avions obtenus. Donc, vraiment, ils étaient au-delà du travail en équipe, qui a aussi été évidemment très apprécié. C'était vraiment cette découverte de ce que pensaient les autres qui a vraiment le plus intéressé les élèves. Donc, si nous cherchons à répondre finalement à la question de notre projet, qui était somos europeos, somos parecidos, nous sommes européens mais sommes-nous semblables, la conclusion a été tout d'abord qu'il fallait éviter des conclusions hâtives, parce que évidemment nous avions un petit panel de 100 élèves, que ces 100 élèves étaient aussi ceux qui avaient répondu, qui avaient imaginé et qui avaient répondu aux questions. Donc, méthodologiquement, je ne suis pas sûre que ce soit peut-être la démarche à suivre. Mais en tout cas, ça nous a permis de confirmer que
les élèves avaient bien conscience que tous les stéréotypes, toutes ces images clichés qu'on peut avoir hein, quand on parle des Espagnols, des Italiens, des Français, des Allemands, etc., ne sont que des stéréotypes, mais sont toujours bien utiles et souvent assez amusants hein, à utiliser pour parler des autres. Mais au-delà, en fait, de certaines idées préconçues, qui ont quand même la vie dure, hein, on s'est aperçu, par exemple, qu'on parle souvent de l'importance de la famille dans les pays du Sud, de l'importance de la mode en France, et cetera. Donc les élèves se sont aussi aperçus que, toutes ces images préconçues étaient souvent fausses. Ce qu'ils ont surtout appris avec ce projet, c'était, de se rendre compte que, ils se ressemblaient beaucoup entre eux, hein. Nous avons fait donc un petit sondage en essayant de répondre à notre question: «Est-ce que nous nous ressemblons?» Donc la réponse à presque 82 a été effectivement, oui, on se ressemble un peu. 13 ont même dit, hein, que les partenaires entre eux se ressemblaient beaucoup. Et ce sondage a été confirmé par un second sondage, car nous avions organisé une petite exposition au CDI et nous avons profité hein, pour sonder aussi les élèves à ce niveau et les résultats ont été les mêmes. Et dans tous les cas, donc les élèves, ce qui était le but du projet, ont beaucoup appris hein, sur les autres partenaires européens. Là encore, c'est ce qui est ressorti de notre évaluation finale. Donc, ils ont fait beaucoup de découvertes. Ils se sont aperçus effectivement qu'ils avaient beaucoup de choses en commun, notamment des préoccupations sur les rapports avec la famille, les parents, les professeurs, des préoccupations aussi sur l'utilisation des réseaux sociaux, sur le physique, l'image qu'on peut renvoyer aux autres, la popularité, l'amitié. Et quant à la seconde enquête, une certaine, on a vu apparaître hein, des mêmes envies, des mêmes rêves d'indépendance et de voyage, des mêmes inquiétudes sur ce moment auquel on quitte le domicile familial. Et quant au futur professionnel, là encore, une réelle inquiétude, mais aussi une envie finalement de tout faire pour parvenir à réaliser ses rêves. Hein. Donc ce projet nous a permis finalement de brosser le portrait d'une génération, celle de nos élèves, une génération, comme ils se sont aperçus, hein, animée par les mêmes angoisses, les mêmes aspirations. C'est cette génération qui construit l'Europe aujourd'hui. Et nous espérons, avec ce projet, avoir réveillé suffisamment leur intérêt pour que plus tard, ils continuent hein, à vouloir en savoir, à vouloir apprendre davantage et peut-être forment des projets, cette fois-ci, d'échanges physiques, hein, de mobilité physique, et participent donc un peu plus activement hein, à la construction de l'Europe de demain. Donc voilà, j'en ai terminé pour ma part. Je ne sais pas si j'ai exactement tenu ou si j'étais peut-être un peu plus rapide. Donc j'ai indiqué le lien vers les pages publiques du TwinSpace. Enfin, et du coup, je vous remercie hein, pour votre attention. Merci Karine, donc tu as intéressé beaucoup de monde. Il y a quelques questions, notamment des questions pratiques sur ta méthode de travail. Quel outil numérique as-tu utilisé pour faire tes enquêtes? Alors, nous avons travaillé donc sur Google Forms, qui était ce qui nous a semblé le plus simple parce qu'il permettait effectivement d'amorcer la création juste du document et d'inviter les élèves en tant que collaborateurs. Et donc, c'est les élèves ensuite qui ont en fait complètement créé les différentes enquêtes. D'accord. Ensuite, on se demandait si donc tu avais des élèves de seconde, je crois, hein, Oui, c'est ça? c'est des élèves de seconde. Et est-ce que c'était une classe euro, demande Anne? Non, non, du tout. Ce n'était pas une classe européenne. Voilà, c'était d'autres collègues qui avaient cette classe-là. Donc, c'était une classe de seconde. Avec combien d'élèves? Alors, nous étions, 24. Et en tout, sur le projet, voilà, on devait être à peu près un peu moins de 100. Je pense qu'on devait être 96 élèves à peu près en tout sur le projet. Et le travail que tu as fait, tu les as fait en classe ou tu avais des heures dédiées à ce projet? Alors non, j'ai tout fait en classe parce que effectivement, donc sur la classe de seconde, hein, moi j'ai 2h30 par semaine avec eux. La situation était un peu complexe parce qu'on a commencé le projet en septembre et dès le mois de novembre, on s'est retrouvé en demi-jauge.
donc avec des groupes que je voyais une fois sur deux, ce qui a un peu perturbé le fonctionnement des équipes internationales. Mais c'était un projet en fait qui était quand même très lié à ma thématique en langue vivante, puisqu'on travaille notamment en langue vivante sur… on a un thème, un axe du programme notamment qui est la représentation de soi, et un autre axe qui porte justement sur l'univers professionnel. Donc on avait quand même ciblé plus ou moins des thématiques aussi bien pour moi que pour les partenaires qui rentraient dans notre programme scolaire. Et donc, du coup, ça m'avait permis très souvent de présenter les enquêtes comme finalement comme c'était un peu le projet final de mes différentes séquences. Hein. C'était l'aboutissement finalement de ce qu'on voyait en classe. Voilà. Est-ce que ça s'agit d'un projet multidisciplinaire? Non. J'étais effectivement, moi j'ai travaillé seule sur ce projet dans mon établissement. Et tes partenaires étaient aussi des profs d'espagnol? Et mes partenaires étaient aussi des professeurs d'espagnol, effectivement. Okay. Et on demande également, Magali demande combien de temps s'est-il écoulé entre l'idée du projet et son lancement? Vous avez travaillé ensemble? Voilà, en fait, c'est un projet moi, c'est une idée de projet que j'avais depuis quelques temps, que j'avais laissé, que j'avais mûri lentement, etc. Et j'ai cherché en fait des partenaires. On a commencé en septembre, donc je crois que j'ai dû commencer vers le mois de juin-juillet, je pense, à poster des messages dans le forum sur eTwinning Live, parce que l'idée aussi était pour moi de rencontrer des partenaires différents, et je voulais avoir des partenaires de plusieurs pays différents pour pouvoir mener le projet. Donc, et les partenaires, on a donc échangé pendant l'été sur ce qui a permis après de déterminer un peu plus les thématiques, etc. Et donc, on va dire qu'il y a eu 2-3 mois entre l'idée du projet et le lancement ensuite. Et certains participants s'interrogent aussi sur l'utilisation de Google Forms, parce qu'a priori, ce n'est pas RGPD. C'est possible, je vois les questions. Alors, c'est vrai que nous, c'est ce qui avait semblé le plus simple, à la fois par les partenaires et moi-même, effectivement, mais sans doute, oui, effectivement, je pense. Alors, c'est une bonne transition, parce que on aura une conférence sur la citoyenneté numérique au mois de mars. Donc, si vous êtes intéressé par tout ce qui est RGPD, a priori, le 9 mars prochain, nous aurons des personnes qui pourront vous parler des outils RGPD, et puis il y aura des exemples de projets sur le numérique. Voilà. En même temps, c'est vrai, dans le bilan de notre projet que nous avions fait avec les collègues, l'idée effectivement avait été après d'essayer de se rapprocher plutôt des logiciels libres, etc. Mais c'est vrai que sur l'instant, bon, c'est ce qui avait été choisi. Donc Loïc parle du logiciel Framaform, hein, oui, puisqu'il y a tous les Framas qu'on peut utiliser qui sont libres de droit. Mais Édouard rappelle que la suite n'est plus RGPD. Voilà. On n'en sort pas. Rendez-vous le 9 mars. Ouais, rendez-vous le 9 mars. Et on redonne la parole à Édouard peut-être. Merci Karine. Merci beaucoup Karine. Merci Karine. Merci à vous, merci pour votre attention. Merci pour ce beau projet et merci de l'avoir partagé sur le Padlet. Je rappelle qu'il y a dans le groupe eTwinning un Padlet dans l'espace mutualisation et échange, sur lequel vous pouvez déposer vos projets, les projets que vous menez ou que vous allez mener avec vos élèves. Je laisse à nouveau la parole à Édouard. Merci Karine et à bientôt. Merci. Donc, me revoilà et je vais vous présenter rapidement un autre projet eTwinning qui a trait à la citoyenneté européenne et qui s'intitule European Student Council. Alors, le temps de partager mon écran. C'est chose faite. Temps de revenir au diaporama. C'est chose faite également. Voilà, alors je vais vous présenter le European Student Council. Je suis toujours Édouard Caburet, toujours CPE à l'École européenne de Strasbourg. Et commençons par le commencement. Qu'est-ce que le European Student Council, que j'appellerai dans toute la présentation le ESC, pour simplifier? Alors,
le but du ESC, c'est de créer une instance de représentation des lycéens au niveau de l'Union européenne. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'était quelque chose qui manquait. Et puis, l'idée était venue lorsque j'animais le conseil académique à la vie lycéenne en tant que délégué académique à la vie lycéenne de Strasbourg. J'animais ce conseil et des élèves qui participaient tous les ans à des rencontres qui s'appelaient Journée européenne des lycéens entre lycéens français, allemands et luxembourgeois me disaient « Ah, ce serait bien si on faisait un CEVL, après les CVL, le CAVL et le CNVL, ils voulaient un CEVL, un Conseil européen à la vie lycéenne. Le terme a son importance parce que ils se sont vite rendus compte que CEVL, c'était quelque chose de très franco-français et c'est là qu'a débuté aussi dans ce projet la grosse part d'éducation à l'ouverture culturelle et politique européenne pour des élèves qui avaient l'habitude de penser en français, en franco-français en tout cas. Alors, qu'est-ce que c'est, comment ça marche le European Student Council? Donc, chaque pays partenaire de l'Union européenne, à contrario du Parlement européen, n'envoie pas un quota de représentants en fonction de sa population, mais ce sont 10 élèves par pays partenaire, lycéens ou équivalents lycéens, qui viennent pendant 3 jours à Strasbourg chaque année, sauf en cas de pandémie. Donc là, le dernier, c'était en 2019. En tout cas, le dernier en réel. Mais sinon, le projet a lieu quand même tous les ans sur le Twin Space. Bref, chaque pays est représenté par 10 élèves. S'il y a 2 écoles dans un pays ou 3, ils se partagent les 10 places. Voilà. Plusieurs écoles ou lycées peuvent participer, peuvent intégrer. Donc, comme je viens de le dire, ils se partagent les places. Et tout ceci est né donc, en 2016 avec des lycéens français, grecs et roumains qui s'étaient réunis à Strasbourg pour lancer ce projet qui est renouvelé tous les ans au Parlement européen de Strasbourg. Alors, qu'est-ce qu'on se fixe comme objectif dans ce projet? On veut en faire donc cette instance de représentation et de promotion des lycéens et promouvoir cette idée de citoyenneté européenne au sein des lycées de l'UE. C'est-à-dire que nos productions finales, le but, c'est de les dispatcher, de les diffuser au maximum dans les lycées de l'Union européenne, comme si on était une instance légale de représentation qui diffuse ces travaux. Voilà. Donc, on va faire collaborer tous nos élèves sur leurs problématiques de lycéens, une problématique qui est commune à tous les lycéens. Donc, on a travaillé une année sur... voilà, il y a toujours une grande thématique tous les ans. Il y a 2 ans, c'était égalité filles-garçons. L'année dernière, c'était le développement durable. Et comme objectif aussi de promouvoir tout ce qui est mobilité européenne dans les lycées et puis également au-delà du lycée pour les universités, tout ce qui est programme Erasmus, mais aussi autres. On a une grosse partie de travail sur la connaissance de ces mobilités européennes. Voilà. Et bien entendu, inciter les élèves qui participent à ce projet à s'investir ensuite en tant que citoyen européen dans la vie de l'Union européenne. Alors, quelles sont les visées éducatives de l'ESC? Donc, ce projet, je l'ai dit déjà, s'inscrit dans une politique d'éducation à la citoyenneté européenne. Et donc, on va faire les élèves, on va faire en sorte qu'ils aient une volonté de représentation et d'engagement, voilà, qu'on met en avant systématiquement. Et puis, avec une part de réflexion sur les différents systèmes de représentation. On parlait des instances dans la première partie sur l'éducation à la citoyenneté. Là aussi, grosse partie sur la réflexion de comment est-ce qu'on est représentant élève en Grèce, au Portugal, en Italie, en France, etc. etc. Voilà. Et bien entendu, tout ce qui est outils démocratiques, le vote, le débat, tout ceci est évidemment, je vous montrerai rapidement un Twin Space tout à l'heure, est mis en avant chaque année dans les projets. Je vous emmène tout de suite voir le European Student Council 2021. Alors,
est-ce que vous le voyez bien à l'écran? Parfait, ça marche. OK, voilà, donc voilà, bienvenue. Ah, il faut que je me relogue. Hop, je suis allé sur le mauvais. Pardon. Voilà, alors l'année dernière, donc toute une partie de présentation, et l'année dernière, la production finale majeure, c'était, parce qu'il y a plusieurs thématiques, c'était ce guide de bonne pratique pour un développement durable dans les lycées européens. Voilà. La langue de travail est l'anglais, hein, je le précise. Voilà, alors on reprenait les objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc on reprenait par exemple là pour égalité, il y avait trois thématiques qui étaient retenues. Et puis les élèves faisaient déjà un brainstorming où ils mettaient ce qui les choquait, eux, dans leur vie de lycéen, sur ces thématiques-là. Et ensuite, il y avait une partie propositionnelle. Et de la même manière, pour d'autres thématiques, voilà, là c'était sur une attitude responsable pour la planète. Donc on reprenait. Edouard, est-ce que tu pourrais grossir ton image? Participant demande, est-ce que tu puisses, si c'est possible. Comme ça? Merci. Voilà. Ouais, merci. Ouais, super, merci. Donc vous avez compris pour cette partie-là, vous avez compris l'idée. Je reviendrai là-dessus. On avait fait une rencontre, puisqu'on était en distanciel avec, pour la journée de l'Europe, avec une parlementaire qui avait discuté avec les élèves du ISC. Ensuite, une activité qui s'appelle Malala Prize, copier-coller du prix Sakharov pour la liberté d'expression et les droits de l'homme. Et tous les ans, il y a des candidats qui sont des Européens vivants, qui se sont engagés au niveau local ou national, voire européen, dans la défense de la liberté d'expression et dans la défense pour les droits de l'homme. Plusieurs candidats qui sont proposés, des équipes internationales, c'est-à-dire qui vont compter par exemple un élève grec, un élève portugais, un élève de l'école européenne de Strasbourg, un élève français, qui vont travailler sur un candidat qu'on leur a attribué, faire une présentation, nous expliquer pourquoi c'est ce candidat qui devrait être le réceptionnaire du prix Malala pour cette année, et il y a un vote qui se fait. Alors, en général, on le fait au Parlement européen pendant la session plénière. Là, l'année dernière, on l'a fait sur le Twin Space, et c'est cette dame-là qui a remporté. Une autre activité, alors sur plusieurs thématiques, on reprenait, donc là l'année dernière, toujours en distanciel, des thématiques de débat avec les élèves et les professeurs pouvaient mettre de food for thought, c'est-à-dire de la nourriture pour alimenter les débats, et les élèves pouvaient discuter entre eux de ces thématiques. Voilà. Donc, ils débattaient, et ces débats, là encore, se sont faits en distanciel sur le Twin Space, mais les années précédentes, et cette année encore, ils se feront pendant les sessions plénières au Parlement. Et l'idée, c'est qu'on leur soumet, voilà, vous voyez, il y a plusieurs thématiques. Donc là, c'est les professeurs qui proposent des thématiques, et aux élèves d'aller chercher des ressources et de s'entraîner à débattre sur le Twin Space. Et quand ils sont en session plénière au Parlement, de débattre ensemble à partir de ce qu'ils ont pu préparer. Voilà, c'est pas un débat, c'est pas une discussion d'un repas de Noël, c'est des choses qui sont préparées, et les élèves sont censés avoir fait des recherches sur les thématiques qu'on leur propose. Ces débats en session plénière et le débat sur les thématiques, comme ça, sont traduits par des élèves de l'école européenne, de l'anglais vers les langues des participants. Des élèves sont dans les cabines d'interprétation et traduisent en direct les débats. Voilà, ça fait partie aussi du projet d'avoir des élèves impliqués dans la traduction. Voilà
pour la visite du Twin Space et je vais vous présenter maintenant rapidement voilà, une petite vidéo qui vous montre un petit peu comment se passent les 3 jours de rencontre lorsque les élèves sont à Strasbourg. Là, c'était pour l'édition 2019. Là, arrivé à l'école européenne. Pour la première après-midi. Édouard, on n'a pas de son. Hein. Peut-être que tu peux commenter en parallèle. Ah oui, alors je commente en parallèle. Alors, simplement, il reste 2 minutes pour, avant la fin de l'enregistrement, non pas avant la fin de la visio, le départ, mais avant la fin de l'enregistrement. Voilà, je vous montre avec les interprètes très rapidement. Voilà, donc les élèves débattent au Parlement. Voilà, un petit bout de la session plénière où les élèves présentent leurs candidats pour le prix Malala, etc. etc. Je ne vais pas insister trop longtemps là-dessus. La thématique de cette année, Find It and Get It, comment s'approprier ses droits de citoyen européen. Et je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez me contacter parce que voilà, je cherche pour l'instant une délégation française de lycéens, 10 lycéens qui viendraient à Strasbourg et qui seraient intégrés au Twin Space. Dès que j'ai de vos nouvelles, si vous êtes intéressés, vous pouvez m'écrire pour avoir toutes sortes d'informations sur ce projet à edouardcaburet.caburet@strasbourg.fr. J'arrête le partage. Merci. Me revoilà. Si vous avez des questions rapidement, parce que je dois aussi enchaîner avec une visio à 17h. Merci beaucoup, Édouard. Alors, on va arrêter l'enregistrement et on va peut-être prendre les questions après, parce que je pense que Magali va devoir couper l'enregistrement. Donc, merci beaucoup à nos 2 intervenants et merci beaucoup, Édouard, pour ce partage. On va simplement vous dire que la prochaine réunion aura lieu le 9 février, qu'elle sera consacrée à l'inclusion, normalement, et qu'il y aura en mars probablement une 2e visioconférence sur la citoyenneté européenne, sur l'enseignement de la citoyenneté européenne, vue par le supérieur. C'est en train de se mettre en place, donc on vous en dira un petit peu plus pour un peu plus tard. Donc on va prendre les questions. Magali, je pense que tu peux couper l'enregistrement.